de l'intelligence artificielle. La nôtre est-elle naturelle ou éduquée par les livres? Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Regarde les échecs. Il y a combien de temps qu'il y a des logiciels pour s'entraîner aux échecs? Des concours où des grands échequeurs battent ou se font battre par l'intelligence artificielle, donc algorithmique, informatique. Les échecs continuent toujours. Pendant un temps, on disait il faudrait garantir qu'une photo n'a pas été retouchée. Oui, mais quelle photo quand elle est sous l'agrandisseur? Tu passes tes doigts sous la lampe et on est déjà dans l'univers de la retouche. C'est l'idée de ces images générées par intelligence artificielle. C'est fascinant, mais c'est fascinant parce qu'on reconnaît les archétypes d'où elles procèdent et où elles nous livrent des éléments qui n'ont pas été recombinés comme tels. Intelligence artificielle, là, c'est déjà dans la façon dont le petit capteur de l'appareil photo transforme ces quelques millions de pixels ici en quelque chose qui soit interprétable dans le domaine du visible à l'œil humain par une image. Est-ce qu'il y a un téléphone portable qui puisse se concevoir sans présence algorithmique? Même quand vous êtes en train de taper là, vos petits messages et puis qui vous propose une aide pour il vous suggère un mot. Eh bien, le moindre message, maintenant où vous utilisez cette fonction de suggestion de mots, c'est des petits bouts de phrases qui va piocher dans les messages que vous avez déjà rédigés. Alors évidemment, on a tous fait des bêtises parce qu'on se laisse entraîner à des choses qui vont plus vite que nous, mais j'ai vu l'autre jour un petit gamin de 10 ans qui m'avait piqué mon téléphone et qui s'amusait à fabriquer des messages à partir de ces générations automatiques. Et il lisait à haute voix, et c'était rabelaisien, et ça nous faisait tous rire. Mais ça veut dire que l'intelligence artificielle, algorithmique, appliquée au langage, elle est déjà là, même dans les plus utilitaires. Alors comment c'est venu l'envie d'en parler? C'est un ami d'ici très impliqué dans les questions de recherche, pédagogie et numérique, qui m'envoie un message sur Twitter, et il venait de repérer un article dans Le Devoir, vous savez, le quotidien québécois, ChatGPT. Moi, j'avais jamais entendu parler de ChatGPT. ChatGPT, ça y est, maintenant, je ne sais pas comment il faudrait peut-être prononcer de toute d'autres façons que GPT ou chat. Le ChatGPT crée une onde de choc dans le monde de l'enseignement. Je suis parti voir, évidemment, l'article. Une interface de conversation dotée d'une intelligence artificielle. Bon, il y a déjà longtemps qu'on a ces jeux comme ça de plateformes où on peut se fabriquer des interlocuteurs virtuels. Écris-moi un essai de 1000 mots sur l'œuvre littéraire de Gabriel Roy. Gabriel Roy, moi, je vénère. Grand auteur de littérature universelle. Elle n'est pas québécoise, elle écrit en français, mais elle est du Manitoba. Écris-moi un essai de 1000 mots sur l'œuvre littéraire de Gabriel Roy. On va aller voir comment ça marche, ce truc-là. On a une interface qui est capable de rédiger à partir d'un nombre minimum de données, mais ensuite, à mesure que vous intervenez ou que vous lui faites des suggestions, elle va continuer, reprendre cette rédaction jusqu'à arriver à une forme textuelle. Ça vient d'où? Ça vient de vos questions? Ça vient de ses réponses? Ça vient de ce long corpus, j'allais dire gris, qui est tout ce qui est accessible dans les données. Alors évidemment, là, l'article, bon, c'est ce truc de journaliste. Les journalistes, ça peut jamais aller bien loin dans le truc, c'est de dire, oui, parce qu'il faut recommencer des articles à mesure que ça avancera, mais c'est pas le problème. C'est dire,
Une autre fois, par exemple, j'avais vu ça, c'était à Sciences Po. Il fallait qu'à chaque fois que les étudiants te ramènent quelque chose, t'envoies, c'était quelque chose qui détectait automatiquement si ce qui t'était envoyé, ça n'avait pas été pompé sur du Wikipédia ou tout ça. Ben, ouais, mais nous, pour ce qu'on faisait, la création littéraire, quelle importance! Et puis même, en création, en écriture, la question du document, la question de l'information, la question du jeu avec les sources documentaires pour faire naître des démarches de fiction. Bon, maintenant, c'est devenu évidemment le paysage natif. Alors, la grande hantise là, du journaliste, hein, c'est tout. Hein, dire « Ah ouais, mais si... Là, une interface vous permet de répondre à une question d'examen. Tu te dis, bah dis donc, si c'est tout ce qu'on apprend aux élèves et tout ce qu'on juge, alors finalement, bon, moi l'article c'était pas plus important. Mais j'avais fait connaissance de ChatGPT. Alors ChatGPT, à quoi ça ressemble? Intelligence artificielle, mais ouverte, c'est-à-dire que il suffit d'aller sur le site, là, OpenAI.com, et puis ChatGPT, mais vous ouvrez ChatGPT et vous trouverez tout de suite, et puis vous avez un petit bouton d'essayer. Alors, on a conçu un modèle qu'on a appelé ChatGPT qui interagit de façon conversationnelle. Le format du dialogue rend possible à ChatGPT de répondre à une suite de questions, d'admettre ses fautes, j'ai vérifié, de corriger des réponses d'abord inexactes, j'ai vérifié, et de repousser des demandes inappropriées. On va le vérifier. Essayons! Eh bien, c'est parti. Et ce matin, d'abord j'ai essayé 10 fois. Après j'ai essayé 15 fois. Après, je sais pas, j'en ai fait au moins 40. Alors d'abord la première chose, bon, on peut tous faire ça, c'est le tester sur soi-même. Alors j'avais mis littérature contemporaine française, François Bon. Poum! Et c'est écrit en temps réel. Alors, je suis né en 1956, non. À Nancy, non. À grandi en Lorraine, non. À étudier la philosophie et la littérature, non. À enseigner dans diverses universités, non. Est connu pour ses romans et essais qui abordent des thèmes variés tels que la mémoire, l'identité, la... Bon, ça engage à rien. Ses œuvres sont souvent teintées d'un humour acerbe. Non, mais moi et l'humour... On peut citer les romans Voyage en Italie, La Clôture, L'homme qui valait 35 milliards, La nuit... N'importe quoi. A également travaillé comme journaliste, n'importe quoi. Et comme scénariste, n'importe quoi. Il est également connu pour ses collaborations, bon, je veux bien. Et là, vous avez une autre petite case magique, Regenerate Response. Et poum! Voyons voir. Là, cette fois, je suis né en 57. Et j'ai toujours des romans et des nouvelles qui explorent des thèmes. Ces œuvres sont influencées par l'expérience personnelle de l'auteur. Ça n'engage pas à grand-chose. On peut citer toujours Voyage en Italie, qui a eu le prix Goncourt du premier roman. Et le roman Le couteau dans le cœur, en 2003, qui raconte l'histoire de... Mais où ils vont chercher tout ça? Alors tu pourrais te dire, tout simplement, non mais, intelligence artificielle, Nasbrock. Mais alors, complètement Nasbrock. Regenerate Response. Et maintenant, je vais être né quand... Ah ben là, on dit pas quand je suis né. Ah non, 1953, ça se rapproche, mais à Nantes. Toujours la trilogie du hérisson que j'ai écrit. Maintenant, la mécanique de l'histoire que j'ai écrit. Maintenant, j'ai eu le prix Médicis pour ma trilogie du hérisson et le grand prix de littérature de l'Académie française. Moi, je connais plein de copains qui l'ont eu, le prix de l'Académie. Mais si vous croyez qu'un jour, c'est à moi qui donnerai ça, les vieux nazes, là. Bon, allez. C'est ainsi de suite. Alors, tu peux te dire, bon, dis donc, bon, ce genre de petits gadgets, ça... Puis après, quand même, tu réfléchis un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme exemple de départ? Mais, oui, une expérience, quand même, par exemple, qui était pas si inintéressante. Je lui ai demandé retrouver poème Mallarmé
À la nue accablante tu. Le voici. Puis tu te dis, comment? M'abandonne ô toi ma vie, ma douce et souveraine envie, ma force, mon... Oh. Et d'où il sort ça? C'est pas mal armé, ça. Je suis tien, tu sais bien, tu le sais, tu es mienne. Mais non, non, c'est pas à la nue accablante tu. Tu te dis, mais délire, délire, je suis en toi, tu es en moi. Nous ne sommes qu'un seul être, mais nous pouvons... T'arrêtes là? Oui, peut-être. Et regardez, il arrête plus. Et donc, ô ma folie, ma raison, es-tu donc mon espoir, mon désespoir? Je ne sais. Et je me perds dans... Non, alors là, je suis coincé parce que... On fait quoi s'il s'arrête pas? Ah, désolé, ce n'est pas ça du tout. Ah, j'ai pas pu vous aider. Il faut plus d'informations sur le poème que... Ah, alors, on va chercher. Masse de basalte et de lave. À la nue accablante tue. Il suffit de ça. Alors maintenant, je vais revenir. Je vais lui dire... Si, je l'ai trouvé. Le voici. Ah, il s'agit effectivement du poème. Je vous remercie de m'avoir fourni le texte complet du poème. En plus, là, je l'ai nourri. Me poser d'autres questions. Ben, je vais lui en poser. À quoi servent ces assonances? Avarement t'aura noyé le flanc enfant d'une sirène. Les assonances sont des répétitions de sons qui se produisent au sein d'un texte qui permet de... Ah, et tout d'un coup, dans le poème, les assonances sont utilisées pour souligner l'émotion et le lyrisme du poème. Elles contribuent, et là, on commence à se dire, tiens, finalement, il est capable de nous dire des choses. Mais si vous n'avez pas un petit peu une idée de ce que vous cherchez, est-ce que ça peut fonctionner? J'ai pensé à H.P. Lovecraft. Dans H.P. Lovecraft, simplement quelquefois des histoires qui partent juste d'une petite idée, Alors je lui ai dit par exemple, un homme pris au piège dans un labyrinthe souterrain. Qu'est-ce qu'il me dit de ça? Il y a plusieurs façons de s'échapper d'un labyrinthe. Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles. Si t'es perdu dans un labyrinthe, ouvre ton ordi, restez calme et concentré. Établissez une carte mentale du labyrinthe. Suivez toujours une direction, ne vous arrêtez pas. Là, on est chez les scouts. Si vous êtes perdu, essayez de trouver un point de repère. Bon, là, du coup, on n'est pas trop chez Lovecraft. 6, ça y est, t'es bon? Non, 7. Si vous êtes vraiment perdu, que vous n'avez pas autre choix, essayez de retracer vos pas jusqu'à l'endroit où vous êtes entré dans le labyrinthe. Ça pourrait être difficile, mais c'est une option. Si vous êtes vraiment désespéré, il est important de rester calme et de réfléchir de manière logique lorsque vous êtes pris au piège. Si vous suivez ces conseils, vous aurez plus de chances de vous échapper sain et sauf. Waouh! Alors, non, nous, c'est la littérature. Mais si c'est une histoire de H.P. Lovecraft, il va me redire. Si vous êtes pris au piège dans une histoire de Lovecraft, il y a de fortes chances que les choses soient encore plus difficiles. Dans les histoires de Lovecraft, les labyrinthes souterrains peuvent être remplis de créatures monstrueuses et de dangers à chaque tournant. T'as pas encore compris. La question, c'est que moi, je veux écrire une histoire. Alors, allez, fini. Je souhaite écrire une histoire où un personnage est pris au piège dans un labyrinthe souterrain. Est-ce qu'il est capable de comprendre ça?
Voici quelques idées pour écrire une histoire ou un personnage. Alors, faites en sorte que le labyrinthe... Et tout d'un coup, c'est plus intéressant quand même. Parce que la notion d'histoire, d'objectif, de lieu, d'instruction, faites en sorte que on est dans déjà quelque chose qui n'est pas une rédaction. On est dans des instructions pour rédiger. Mais pendant que là, il continue, est-ce qu'il s'agit pour nous de chercher des instructions pour écrire ? Ouais, ça c'est intéressant. Mais si on voulait directement lui faire écrire cette histoire, alors on va mettre ça. C'est l'histoire d'un homme pris au piège dans un labyrinthe souterrain, angoissant, oppressif. On va mettre une histoire angoissante, oppressive. Alors toujours pour créer, c'est pas exactement ça. Faites en sorte. Alors attends, comment moi je peux te demander ça ? Mais voyez, faites en sorte que le personnage entende des bruits étranges. Faites en sorte que le personnage ait l'impression que le labyrinthe change constamment de forme ou de disposition. Faites en sorte que le personnage soit confronté à des choix moraux difficiles pour s'échapper du labyrinthe. On va repartir carrément à zéro. New chat. On va expliquer directement. Là, il a oublié mon historique. Et donc je vais directement lui demander l'histoire. On va écrire ça comme ça. Un homme marche dans une grande ville, sans but, sans ressources. Il contemple les lumières, la foule, les richesses. Ça vous dit ? Alors, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un homme pourrait se retrouver dans cette situation. Peut-être un truc, c'est pas ça que je veux. Là, on nous répond encore une fois sur le réel. Alors, on va lui dire... Voulez-vous m'écrire cette brève fiction ? Voici ce que j'ai pu imaginer. Bien sûr, je peux essayer de vous aider à écrire cette brève fiction. Voici ce que j'ai pu imaginer. Un homme marchait dans les rues de la grande ville, contemplant les lumières brillantes, la foule animée qui l'entoure. Elle se sentait perdue et seule, sans ressources. Bon, alors on est un petit peu niveau Harlequin ou prix littéraire de septembre, quoi. On va essayer de le pousser un peu. Mais alors qu'il se déplaçait lentement, il continua. Ah, mais il savait que, etc. Mais que... Il fit la connaissance d'un groupe de bénévoles qui l'aidèrent à trouver un abri et obtenir de l'aide. On va se profiler le happy end. Déjà, on va lui dire... au présent de l'indicatif, s'il vous plaît. Voici ce que je peux imaginer au présent de l'indicatif. Un homme marche dans les rues de la grande ville, contemplant les lumières brillantes, la foule animée qui l'entoure. Elle se sent perdue, elle sans ressources ni but de la vie. Il a tout perdu, son emploi, sa maison, se retrouve. Déjà, tu vois, c'est un petit peu mieux. Mais la vie a pris un tournant, il a tout perdu, il se sent impuissant. Il continue à marcher, s'offre à lui. Alors qu'il se déplace, il se rend compte qu'il n'est pas seul. Déjà, tu vois, et lui, en même temps, l'idée, ça s'ouvre. Alors, il y a toujours cette connaissance d'un groupe de bénévoles. Alors, déjà, on va lui dire ça. Il y a toujours de l'aide et de l'espoir à trouver. Cette fin heureuse me semble faible. Personne ne vous aide.
comprends votre point de vue. Si vous souhaitez une fin moins heureuse, je peux imaginer une fin, cela pourrait être une triste fin et désespérée, seulement être irréaliste, une fin réaliste si l'homme... Voici une version de cette fin. L'homme continue de marcher seul dans les rues de la ville. Il sait qu'il ne pourra jamais en profiter, il est seul, sans ressources. Il essaye de trouver de l'aide et du soutien. Il ne parvient pas à trouver... Bon, là, ça, jérémiade un petit peu, hein. Réécrire cette histoire d'un homme qui marche dans la ville, seul et sans ressources, mais que ce soit l'hiver et la nuit. T'es d'accord ? Je laisse faire. L'homme enfonce ses mains dans ses poches pour se réchauffer, alors qu'il marche dans les rues de la ville, contemplant les lumières brillantes, la foule animée qui l'entoure. Il se sent perdu, seul, sans ressources ni but. Il a tout perdu, se retrouve à errer sans but par les rues, une froide nuit d'hiver. Il se rappelle les jours où il avait tout ce qu'il désirait, une belle maison familiale. Oh, évidemment, mais il faut qu'on aiguise un petit peu. Alors, aiguiser un petit peu. New Chat. Dans Lovecraft, il y a, vous savez, le Commonplace Book, ces petites, il y a une toute petite notation. Et la petite notation, c'était ça. Une eau noire sous un pont. Et moi, je lui dis, ça suffit pour une histoire. À elle seule, ça suffira pas à construire une histoire. Il faudra ajouter des éléments tels que personnages, un conflit. Bon, là, on est encore dans le comment écrire. Quelque chose de sinistre, de mystérieux. Vous voyez qu'en même temps, il est pas loin. Vous pourrez créer, mais que proposeriez-vous ? Comme exemple pour une telle histoire. Il était une fois un jeune garçon nommé Max, qui habitait dans une petite ville paisible près d'un fleuve. Ah, vous voyez, on est encore dans le balbutiement. Éduquons-la. Vous avez fait gaffe, dans les gares, il y a des appareils maintenant, oh, il y en a qui ont dû faire des bonnes affaires avec ça, et avec les appareils, et avec la rédaction. Tu choisis temps de lecture, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu appuies sur un bouton et tu reçois une espèce de ticket, là, comme un rouleau de PQ, là, où tu as une histoire. Ça ressemble exactement à ce genre de choses. Maintenant, on va l'emmener un peu plus loin. C'est une histoire que moi j'avais écrite. Il y a quand même une ambiguïté, c'est que, comme cette fiction, je l'ai écrite, elle est sur mon site. Est-il vrai que la tombe de Baudelaire ait été ouverte et son crâne volé ? Il n'y a aucune preuve que la tombe de Charles Baudelaire ait été ouverte ou que son crâne ait été volé. Baudelaire est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Non, cimetière Montparnasse. Sa tombe est encore en place. Il n'y a aucune indication qu'elle ait été perturbée ou violée de quelque manière que ce soit. Il est possible que cette rumeur soit née de la légende urbaine selon laquelle des crânes et d'autres restes humains auraient été volés dans les cimetières parisiens au XIXe siècle. Cette légende a été popularisée par des films, des romans. Et vous voyez, comme tout d'un coup, là, on est dans un univers. Si ta question est balèze, la réponse, alors beaucoup plus balèze, on peut en lui en donner une deuxième d'ailleurs. Regenerate response. Alors il commence pareil, elle était ouverte, crainte était volée. Les éléments sont toujours quand même répétitifs. À quel endroit ça va varier ? Selon les archives du cimetière, sa tombe n'a jamais. Il est possible que cette rumeur... Cependant, il n'y a aucune base factuelle pour soutenir l'idée que son crâne a été volé.
je vais l'embêter un peu plus. L'événement aurait eu lieu en 1941 et il y a eu des articles de journaux. Il est possible que ça tombe de terre. Ça ne suffit pas nécessairement. Bon. Je vous laisse lire. Revenons à la fiction. Si je lui dis le mot « inventer », pour le mettre directement dans l'écriture. Inventer une scène d'horreur dans une maison abandonnée. C'est pas la peine d'aller dans le léger. Hein. On va faire après autre chose. Il faisait nuit noire, le vent soufflait fort. Le groupe d'amis avait décidé de passer la nuit dans une vieille... Ah bah dis donc, la syntaxe, hein. Pensais que ça pourrait être amusant. Ne pas réaliser quel point cette idée serait stupide. Dès qu'ils sont entrés dans la maison, ils ont commencé à entendre des bruits étranges, ressentir une présence menaçante. Mais les choses ne faisaient que s'aggraver. Ils ont entendu des craquements dans les planchers, des gémissements derrière les murs. Ils ont aperçu des ombres qui bougeaient, senti une présence toute proche finalement. Et la porte d'entrée était bloquée, ils étaient piégés à l'intérieur en échelle en Brosbierce. Ils ont commencé à paniquer. Soudain, ils ont entendu un rire sinistre. Une silhouette sombre et floue se déplaçait vers eux. La créature les a attaqués. Alors là, dis donc, on n'a pas le truc. Mais au présent de l'indicatif... Ce serait mieux. Absolument, vous avez raison. Voici une version au présent de l'indicatif. Il fait nuit noire, le vent souffle fort. Le groupe d'amis a décidé de passer la nuit dans une vieille maison, pensant que ça pourrait être amusant. Réalise pas à quel point cette idée sera stupide. Dès qu'ils entrent dans la maison, ils commencent. Donc on est toujours dans les archétypes. Mais précisément, peut-être là, il y a un boulot pédagogique. Comment un texte rédigé automatiquement en appelle à des archétypes et comment ça nous permet, nous, de désamorcer ou de fabriquer nos propres archétypes. Allez. Non pas un groupe d'amis, mais un jeune garçon et sa sœur. Un jeune garçon et sa petite sœur. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, il répond. Il comprend et il répond. Les éléments sont toujours les mêmes, mais à mesure que nous, on remodèle, en gros, c'est la démarche presque inverse du travail narratif. On travaille sur l'intuition, on précise les éléments, on construit les pièces. Non, là, tu as les archétypes, disons le robinet d'eau tiède, et du robinet d'eau tiède, tu fais marche arrière pour arriver à trouver. Après, tu peux dire « je ne veux pas d'adverbe, s'il vous plaît ». Tiens, on va dire ça, sans adverbe, s'il vous plaît. Alors j'ai l'air de rigoler, n'empêche que les mecs qui ont programmé ça, c'est comme les tout premiers logiciels d'échecs il y a 20 ans, quoi. On est parti. Et on est parti, qu'est-ce que ça nous donne comme plus haute exigence d'invention? Sans adverbe, s'il vous plaît, tu me fais quoi? Il répète la suite des instructions. Aucun problème. Je vais essayer de lui mettre encore autre chose. Les choses s'aggravent, vous entendez des craquements. Vous voyez comment on arrive à regagner sur la présence. Et ça, cette notion de présence, c'est aussi quelque chose qu'on travaille narrativement en atelier. Vous voyez la répartition des rôles. Le jeune garçon essaye de rester calme pour protéger sa petite sœur. Ils entendent ça, c'est trop tard. La créature les attaque, n'arrive pas à ça. Ouais, mais on a gagné quelque chose. Et si c'était au cinéma?
Oui, il suffit de faire Enter et tout repart. Qu'est-ce que ça va nous changer narrativement? Fondu enchaîné sur une vue extérieure de la maison abandonnée, la caméra panoramique vers la gauche pour révéler la nuit noire, le vent qui souffle, coupe sur l'intérieur de la maison, jeune garçon, sa petite sœur, avance prudemment dans le couloir sombre, jeune garçon, chuchotant, tu es sûr que c'est une bonne idée? Oh. Allons voir la fin, jeune garçon, inquiet. Alors là aussi, est-ce que hier soir, je regardais un film de Robert Bresson, un truc qui s'appelle Les 4 saisons du rêveur. Je savais même pas que Bresson avait, à la fin de sa vie, tourné un film en couleur. Les images urbaines, là encore les petits les trucs, les gros plans sur une main, un coin de visage, figurant qui passe là dans la nuit, et les voix sont décalées. Donc, précisément, qu'est-ce que nous, on travaille en creative writing? Bien, que ce genre de cliché, c'est pas comme ça qu'on écrit un scénario. Fondu au noir, fin de la scène. N'empêche que là, la créature les attaque, ils n'arrivent pas à sortir de la maison abandonnée. On a trouvé des choses. On va essayer de jouer encore plus bizarre. C'est infini, c'est infini. Et le paradoxe, c'est qu'à mesure qu'on lui propose des cols, elle apprend à s'en dépêtrer. Elle, l'intelligence artificielle. Donc on la nourrit, on l'éduque. Et c'est en ce sens-là qu'on va cheminer ensemble. Là, eux, les algorithmes, les informaticiens, est-ce qu'ils ont lu Proust? Non. Mais nous, oui. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Dans cette histoire, l'écrivain entre dans son livre, marche entre les pages et disparaît. Et ça aussi, ça peut être un travail à la Sol Lewitt. C'est pas Kenneth Goldsmith qui me contredirait là-dessus. C'est-à-dire, on pourrait faire des séances en creative writing qui sont ce qu'on donne comme protocole à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous génère des suites de variations qui viennent toujours raisonner à rebours sur ce premier énoncé. Et nous, on est juste l'auteur de l'énoncé en une ligne. Qu'est-ce que ça donne, ça? Il est possible que vous parliez d'une histoire, oui. Cela peut être une façon pour l'écrivain s'immerger complètement dans son monde imaginaire, de déconnecter du monde réel. Cela peut être une façon pour l'écrivain de découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Oui. Merci de me l'écrire, cette histoire. Alors c'est ça qui fait peur là aux journalistes québécois, c'est que si tu lui dis d'écrire à ta place, est-ce qu'il le fait? Il, elle, oui, c'est pas d'importance. Je vais essayer de vous raconter une histoire qui pourrait correspondre à ce que vous avez décrite. Notez que cette histoire est entièrement de mon cru, n'est pas inspirée d'une œuvre existante. Il était une fois un écrivain qui passait son temps à coucher, jour il a eu l'idée de se glisser à l'intérieur de son livre pour en explorer tous les recoins. S'imaginant dans les mondes qu'il avait créés, il visita des pays lointains, mais plus il avançait dans son livre, plus il se sentait attiré par les mondes qu'il avait créés. Il finit par oublier le monde réel et se laisse emporter par ses propres histoires. Et c'est ainsi que l'écrivain disparut à jamais dans son propre livre. Je vais rajouter, c'est un vieil écrivain, et c'est son dernier livre. Bon, là, c'était un homme âgé, mais son esprit était encore vif, merci pour les vieillards. Et sa passion pour l'écriture n'avait pas faibli. Il travaillait sur son dernier roman depuis de nombreuses années, mettant tout son cœur. Et écrire sans cliché, ça par contre, ils ne savent pas. Un jour, alors, les structures temporelles, c'est plus difficile pour les algorithmeurs. Là. Peut-être que parce que les algorithmeurs, tout simplement, ils n'ont pas fait de creative writing sur comment casser ces choses-là. Plus il avançait dans son livre, plus il se sentait attiré par les mondes qu'il avait créés. Il finit par oublier complètement le monde réel, se laissant emporter par ses propres histoires. Et c'est ainsi que le vieil écrivain disparut à jamais dans son propre livre, laissant derrière lui un monde imaginaire. Vous voyez, on y arrive à faire des choses incroyables.
C'est étrange ce qui nous dit que cette histoire vous plaît et que les détails que j'ai ajoutés correspondent à ce que vous aviez en tête. Ça veut dire que l'algorithme, trouvant dans ce qu'il peut trouver, nous demande à nous de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière votre intuition. Est-ce que je suis bien retombé sur ce que vous aviez déjà en tête? Alors que l'écriture, bien sûr, c'est rompre avec ça. On va l'emmener dans des zones encore plus compliquées. Que sait-on du voyage secret de Baudelaire en Amérique à la rencontre d'Edgar Poe? Pour rencontrer Edgar Poe. Lisons. C'est à la fois documenté, à la fois il va nier, il n'y a pas de preuve. Donc l'utilisation du négatif est là pour nous dire que sa réponse, c'est que ce voyage probablement n'a pas existé. Mais ce qu'il nous développe, c'est à la fois informatif et à la fois quelque chose qui laisse aller. La légende derrière et l'informatif crée de la fiction. Oui, il n'y a aucune indication qu'il n'ait jamais rencontré Poe en personne. Si je peux multiplier les versions... On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Comment tu veux créer l'idée que Baudelaire, en secret, est allé voir Edgar Poe en Amérique? Si je dis, il y a des traces de ce voyage dans sa correspondance et des articles de l'époque. Prends ça dans les dents. Non, là il me répond fermement. Non, il n'y a pas ça dans sa correspondance, ni dans les articles. Et puis, tu repars. Par contre, il est possible que l'histoire d'un voyage secret de Baudelaire en Amérique soit une légende ou une fiction créée pour expliquer l'influence Baudelaire. Je le pousse dans ses retranchements. Dans ces retranchements, il est forcé d'en appeler à l'idée de fiction et donc au fait que sous le texte et l'impossibilité pour Baudelaire d'être allé en Amérique se crée l'idée d'une fiction possible. Je vous suggère de les vérifier auprès d'historiens ou de spécialistes de cette période pour en savoir plus. J'avais envie de quelque chose aussi. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire du style? Prenez la phrase de Gustave Flaubert. Et leurs yeux se rencontrèrent. Qu'est-ce que tu me dis, ça? est une phrase qui provient Les yeux de l'amour de Marcel Proust. Oh non, 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 je m'en fiche de ça. Moi, je pensais à l'éducation sentimentale de Flaubert. Bon, d'accord. Tu me dis ce que tu sais. Je vais faire autre chose. Analyse grammaticale de la phrase et leurs yeux se rencontrèrent. Très bien. Maintenant, je copie cette phrase et je fais analyse grammaticale de la phrase. En résumé,
la phrase signifie l'un vers l'autre. Ça, c'est Craig Dworkin, un jeune auteur US, qui a travaillé comme ça en prenant le livre de grammaire de Edwin Abbott. Vous savez, c'est l'auteur de Flatland, un grand manuel d'analyse grammaticale anglais, et qui a analysé toutes les phrases du livre de Abbott avec les outils de Abbott. Et ce livre devient à ce moment-là infini. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Là, on la pousse à la limite. Rencontrer signifie se rencontrer, se trouver par hasard. Se sont rencontrés, et donc on peut arriver là à produire de la langue folle. Est-ce que la langue folle produite par les algorithmes devient pour nous un objet qui refabrique de la fiction à l'intérieur de la fiction, mais cette fois avec le langage qui passe en premier? Analyse grammaticale de la phrase. Et finalement, on arrive peut-être à être fidèle à ce coup de foudre entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux, où leurs yeux se rencontrèrent. L'un, l'autre sont des pronoms indéfinis qui désignent une personne ou une chose sans les préciser. L'un vers l'autre est un groupe nominal qui précise la direction de l'attraction. Et les pronoms indéfinis, l'un et l'autre, et l'un et l'autre. Quelles sont vos sources d'informations littéraires? Honnête. Posons-lui les questions. Qui écrit? C'est elle ou c'est moi? Ou c'est la question? Sa syntaxe se brouille. L'écriture se brouille aussi. Est-ce qu'on peut lui dire d'écrire dans une langue autre? Bon, comment calmer les angoisses? D'accord, mais moi ce que je veux, c'est pas ça, c'est l'histoire. Est-ce que les conseils vont être les mêmes? Tiens donc, bon là on se retrouve dans les trucs un peu basiques. Hein. Utiliser des détails concrets. Ben, on va lui dire de nous donner un exemple. Ce serait bien d'ailleurs s'il y avait une sorte d'interprétation à voix haute, immédiate. Pouvez-vous m'écrire cette histoire? Je la vous vois quand même. Image de mon respect. Je ne suis pas en mesure de rédiger une histoire de littérature pour vous. Mon but est de vous aider. Bah là aussi, respect. Avant de commencer par réfléchir à votre personnage, bon, on n'en sortira pas. Mais
voyez la résistance derrière. Ben, c'est fait pour durer, ces trucs-là. Ça va faire partie de notre paysage. À jamais. Je suis là pour vous aider. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'on n'a pas toujours eu, par exemple là-haut, c'est mon littret en 7 tomes. Quand j'ouvre littret, est-ce que c'est pas justement parce qu'il m'aide? Pour que ça m'aide, avec les citations que va chercher littret, surtout avec l'histoire des mots. Donc la question de s'aider en littérature, elle n'est pas neuve, c'est simplement l'instance de comment fonctionne et comment nous revient cette aide et à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous donne, où ça nous envoie, ce truc de funambule. Est-ce qu'on peut s'en servir pour le matériau? Je sais pas, question matériaux, métaux rares, si je cherche ça. Le scandium, yttrium, lanthanum, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'herbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium. Ils sont utilisés dans les écrans d'affichage, les batteries, les équipements électroniques, les lampes fluorescentes, les lasers, les aimants permanents. Ils sont utilisés dans les applications militaires. La demande de métaux rares, on est parti. Et sur les métaux rares, ce qu'ils nous donnent, là, c'est des listes aussi qu'on peut utiliser, comme de la scansion, comme le ferait Christophe Tarkos, indépendamment, là, du côté politique qu'il développe. Si je vais plus loin, mots de la langue française avec seulement la voyelle, laquelle? I. La réponse vient. Et vous voyez que c'est immédiat. I, fi, i, en, i, jo, i, ki, i, ko, i, ku, i, mi, ici, iso, isu, iya, iyo, iyu, iso. Cette liste n'est pas exhaustive, qui ne contienne que la voyelle I. Mais parce que j'ai mis ça. Allez, continuons. Peut-on imaginer un livre qui n'aurait pas de fin? Incollable. Par contre, c'est pas dans le noyau de la littérature qu'il a. Ah ben si, Foster Wallace. Toujours le retour au raisonnable. Mais quand même. Poussons-le. Je m'excuse de la question. C'est pour voir comment il réagit. Il réagit. Magnifique. Comment l'auriez-vous dit autrement?
on est dans le dialogue. Je vais te préciser autrement. Y a-t-il une spécificité ou une supériorité? Spécificité de la littérature française par rapport aux autres littératures? Bon, tu me diras, moi aussi je serais bien en peine de répondre. Donc, la langue française, la littérature française est écrite en français. Bah déjà, c'est bien de le dire. Puis on le laisse travailler, hein. Allez, encore autre chose. Oh, trop de requêtes en 1 heure. Là, franchement, là, le gars, hein, tu m'énerves un peu, là. Bon, bah, on va s'en tenir là, puisque il dit que je l'ai trop embêté. Mais vous voyez toutes les pistes d'invention? Moi, je vais continuer. Et si je fais des expériences bizarres, je vous assure que je fais les copies écran.